Alors bonjour Laurent Tony Kess. Connaissez, bonjour. Alors nous allons donc procéder au décryptage de quelques titres des quotidiens ce matin. On va commencer avec le potentiel d'ailleurs. Donc Nestor Avono-Mandegbe pour une loi contre la corruption électorale. C'est parlant bien sûr du système partisan au Bénin. Laurent Tony Kess. Oui, je crois que c'est une bonne proposition de ce compatriote qui pense aujourd'hui qu'il faut mettre fin à la corruption électorale parce que quand vous regardez un peu ce qui se passe pendant la campagne, on a beau nous dire qu'il y a réforme du système partisan, mais bien évidemment, quand vous suivez de près, en tout cas de très près, la campagne électorale qui s'est déroulée cette année, notamment en avril dernier, vous vous rendez compte que pour autant on n'est pas à l'abri de la corruption électorale parce qu'il n'y a que certaines populations qui pensent fondamentalement que quand ils ne gagnent pas quelque chose de vous, qu'ils ne voteront pas pour vous. On nous a dit après les élections que l'argent n'a pas circulé, mais je suis... en tout cas, je sais que vous avez été sur le terrain, évidemment, et que vous avez entendu des choses, que vous avez vu des choses, et bien évidemment, pour inciter les populations à sortir. Donc, quand on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de corruption électorale, entre nous, on peut se taguer de dire qu'il n'y a pas de corruption électorale, mais pour autant, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de corruption électorale? Donc, je crois qu'avec Nestor Avono-Mandegbe aujourd'hui, avec ce qu'il propose, on doit pouvoir être heureux de ce qu'un compatriote propose cela, pour que finalement, les sacs de riz, les kilos de riz, les kilos de maïs, les quelques billets de 500 francs, les quelques billets... Moi, j'ai vu, par exemple, pendant les élections communales, des autorités s'échanger des billets de 500 francs. Malheureusement, je ne veux pas les mettre sur la place publique, mais sinon, en réalité, j'ai vu ça avec des billets, des liasses de billets, de billets de 500 francs. Et alors, qu'est-ce que j'ai constaté par la suite? Parce que j'étais sur le terrain pour observer, j'ai vu que des populations... Est-ce qu'aujourd'hui, je ne dirais pas aujourd'hui, est-ce que, au regard de l'hypocrisie des acteurs politiques au Bénin, est-ce qu'une loi pareille pourrait-elle passer? Puisque ce sont les mêmes acteurs, ce sont ces acteurs qui organisent ce qu'on dit sur le terrain, ce qu'on dénonce sur le terrain. Je suis d'accord avec vous qu'avec la qualité de ces hommes politiques en griffe, par eux tous, ce que nous avons aujourd'hui, c'est que peut-être cette loi peut avoir du mal, on peut avoir du mal à appliquer une telle loi. Mais je crois qu'il faut que ça commence un jour. Il faut que ça commence un jour parce qu'en réalité, ceux qui investissent de l'argent dans la campagne pensent qu'après il faut rentabiliser. Et c'est en voulant rentabiliser que finalement on voit parfois les dérives, la mauvaise gouvernance, le détournement, et que des gens qui disent soutenir un candidat, par exemple, espérant un poste de nomination et qui finalement, ce candidat est élu et qu'on les nomme, ils se disent mais j'ai investi toute une fortune. La preuve, la dernière fois quand on a dit que le chef de l'État a voulu annoncer la réforme au niveau de la décentralisation dans le domaine au maire. Vous avez vu la réaction que ça a suscité dans la salle. Parce que, à un moment donné, en amont, ils ont mis de l'argent, espérant que quand ils seront là, ils pourront avoir de l'argent. Il y en a qui pensent que... La politique ne serait du business. Oui. Il y en a qui pensent que, bon, puisqu'ils investissent, ils sont déjà maires, c'est que les marchés publics, les dépenses qu'on devait faire d'une part ou d'une autre, que ça, c'est les occasions pour eux de s'enrichir et de rentabiliser. Qui vous souviennent cette affaire de sandwich à 2000 francs ici dans ce pays, et surtout dans la commune d'Abomey-Clavé, pour vous dire que les acteurs politiques, pour la grande partie, juste une petite minorité qui n'a peut-être pas, parce qu'on ne va pas généraliser. Il y a certainement des personnes de qualité parmi eux. Mais il faut dire qu'il y a, pour la grande partie, ils ne viennent pas pour l'intérêt général. La grande partie, ils viennent pour se satisfaire, pour se ranger, pour construire des maisons, et donc tout ça là. Et donc quand ils viennent comme ça, en voulant à tout prix prendre le pouvoir, c'est qu'ils sont prêts à tout. Des gens vous diront qu'ils ont vendu leurs parcelles, des gens vous diront qu'ils ont vendu leurs maisons, des gens vous diront qu'ils ont vendu leur voiture pour devenir chef quartier. Pourquoi? Parce que à un moment donné ou un autre, il peut avoir l'occasion de vendre une parcelle ou bien d'aider quelqu'un à acheter une parcelle et de rentabiliser. Et donc, c'est autant de choses. Alors, quand on va mettre fin à la corruption politique et que ces acteurs n'auront plus à dépenser de l'argent,
je crois que dans une certaine mesure, cette mentalité de vouloir rentabiliser, de faire le bénéfice de ce qu'on a investi, ça peut commencer par être dissipé petit à petit. Ça ne pourra pas partir totalement parce que concernant la mauvaise gouvernance, la corruption et autres, là, c'est aussi une question d'éducation. Et à ce niveau, c'est un terrain sur lequel il faut vraiment agir pour rééduquer nos acteurs politiques pour qu'ils comprennent que non, vous n'êtes pas là pour faire du business, vous êtes là pour servir. Mais quand on parle de la corruption électorale aussi, il faut parler aussi du comportement de l'électeur. Oui, il y en a forcément qui attendent ces avantages avant de faire un choix. Oui, justement, le comportement de l'électeur n'est pas détaché de l'attitude du politicien. Du politicien ou du candidat. Je vous explique. Je suis dans la communauté, localité depuis 21 ans. Je prends l'exemple d'abord Clavier, je suis là depuis 22 ans. J'ai vu des acteurs qui sont passés devant moi, d'accord, que je connaissais pratiquement au même niveau que moi, mais qui du jour au lendemain s'enrichissent parce qu'ils ont été chefs d'arrondissement ou bien ils ont été élus conseillers communaux. Alors demain, quand les mêmes personnes iront vers les populations comme moi, ces populations exigeront quelque chose pour dire mais finalement, tu as été chef dans ce pays, devant nous, on t'a vu comment tu as changé. On a vu la métamorphose. Et donc, tu as construit des maisons. Il y en a qui ont eu 4 maisons, 5 maisons avec 5 femmes, 6 femmes. Alors qu'au départ, ils n'avaient qu'une seule femme. Donc, quand les électeurs dans leur communauté voient ça, eux, ils disent, mais finalement, si je vote pour lui, là, ce n'est que pour sa famille. Il faut que je prenne pour moi aussi. Et c'est ça qui amène l'attitude de l'électeur pendant la campagne à dire... Alors que là, on ne fait pas le bon choix. Alors voilà. On peut faire justement, on fait le mauvais choix, justement. Non, justement, parce que quand vous voyez les gens s'enrichir de façon illicite à un moment donné, et que vous êtes là, et que c'est vous qui les avez fait, et qui reviennent vers vous, vous n'avez pas autre choix que de dire... J'hésite ça dans une certaine mesure. Maintenant, oui, il faut rééduquer aussi les électeurs pour leur faire comprendre que l'électeur qui vient vers vous, que vous avez vu, le candidat qui vient vers vous et que vous avez vu la métamorphose en peu de temps et qu'il revient encore avec de l'argent, prenez son argent, d'accord, bouffez proprement, mais allez voter pour un candidat qui propose quelque chose, une alternative crédible. Non, mais si on le dit ainsi, ça veut dire que la corruption électorale ne cessera jamais. Non, justement, dans une certaine mesure, il faut éduquer. Si vous ne le prenez pas, c'est qu'il ira donner ça ailleurs et peut-être ces personnes à qui il a donné pour voter. Dans une certaine mesure, quand vous prenez... Ça veut dire que l'argent ne disparaît. Non, une fois que cette loi sera votée, je crois que quand vous prenez, vous bouffez, mais vous allez dénoncer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, c'est votre argent qu'il a amassé pendant des années qui revient vous donner. Prenez, bouffez, mais allez le dénoncer. Parce que si par exemple une telle loi est votée, vous avez la possibilité d'aller le dénoncer avec des preuves pour montrer qu'il a tenté de vous corrompre. Et là, il subira les rigueurs de la loi. Et je crois que dans cette loi, il va falloir préciser que le candidat qui est surpris en flagrant délit en train de distribuer de l'argent, même si c'est son soutien, sa candidature doit être invalidée, purement et simplement. Quand on va commencer comme ça, les gens commenceront par faire des débats d'idées. Parce que quand vous regardez, le débat d'idées fait défaut. C'est ça, justement. Dans et surtout, les dernières élections, en tout cas au Bénin, le débat d'idées, ça fait défaut. Vous prenez simplement les candidats, différents candidats dans la commune d'Abou-Nkavi simple. Ils se sont attaqués. Pratiquement les deux grands partis UPBR, ils se sont attaqués tout le temps sans pouvoir proposer quelque chose de crédible à la population. Et on a vu le résultat. On voit le résultat aujourd'hui. Parce que quand vous venez pour diriger, qu'est-ce que vous voulez faire pour les populations? Qu'est-ce que vous proposez de bon pour répondre à leurs attentes? Qu'est-ce que vous proposez de bon pour les sortir de la difficulté? C'est autant de choses. Donc je crois que c'est une bonne initiative que de parler de cette loi. Et je crois que nos députés qui savent très bien voter les lois avec une certaine rapidité possible pourront peut-être faire, ou bien le gouvernement pourra envoyer un projet de loi, ou bien un député. Comme ils sont si proactifs, une proposition de loi, pour qu'on aille à cette loi aujourd'hui finalement, pour montrer maintenant, pour qu'en 2023, on sache qui est qui, avec les débats d'idées, des gens qui viennent devant les populations, sans donner de l'argent, sans même donner de la bois, parlent et les populations peuvent l'écouter et aller voter pour lui. C'est ça qui fera le Bénin de demain. Alors, puisque vous parlez de la 8e législature déjà, on va donc, bien sûr, directement à l'Assemblée nationale avec le Martinal, adoption à l'unanimité du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. 5e exercice réussi pour lui, Vlavonou, et puis au quotidien d'ajouter sa gouvernance et son leadership approuvé.
Non, mais écoutez, ça ne pourrait pas être autrement, parce que vous savez très bien, vous et moi, que si tous les députés ont voté à l'unanimité des lois, comment peuvent-ils rejeter le rapport d'activité de leur président? Ce n'est pas possible. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas matière à communiquer. Pour moi, hein, parce que vous êtes président de l'Assemblée, tous les députés, toutes les lois qui viennent, ils votent à l'unanimité. Ce n'est pas une surprise de voir que son rapport d'activité sera voté à l'unanimité. Ce n'est pas pour moi une surprise. On a besoin de communiquer autour. Non, pour moi, ce n'est pas une surprise et je crois que, bon, on peut communiquer autour. Mais on va pas... maintenant, par rapport au leadership du président Vlavonou, par exemple, à l'Assemblée nationale. Non, le leadership du président de l'Assemblée nationale, on l'a vu sur les fonds, hein, on a vu en dehors du Bénin, travailler, défendre les couleurs béninoises, travailler, présenter une bonne image du Bénin. Je crois que c'est déjà bon, c'est un leadership, je dirais, assez gagnant pour le Bénin. Mais est-ce que c'est une chance pour Vlavonou parce qu'aujourd'hui se retrouve à la tête d'une assemblée un peu plus calme? Oui, c'est une chance. Pas comme les autres législatures. Je n'oserais pas. Ça bouillonne beaucoup. Je n'oserais pas le vouloir. Vouloir le voir sous une assemblée, à la tête d'une assemblée comme celle que Adrien Bouilly a dirigée ou bien celle que la 7e. Ou celle que Martin Nango a dirigée avec Pimpan, vous vous rappelez, avec l'Union fait la nation qui faisait le feu de tout bois. Donc je crois qu'aujourd'hui il a une chance. Parce que n'eût été cette harmonie qu'on ressent, qu'on observe au niveau de l'Assemblée nationale avec les députés UPBR, eux tous qui finalement parlent d'une même voix et défendent, en tout cas, ceux qui doivent défendre. Ça facilite la tâche. Ça lui facilite la tâche sérieusement. Et donc, quand on me dit que son rapport a été adopté à l'unanimité, je pense qu'il n'y a pas matière à polémiquer. Hein. Je crois que c'est de l'ordre normal des choses. Des gens qui ont voté à l'unanimité des lois et des activités, en tout cas, le président de l'Assemblée ne peut pas venir aujourd'hui et être contre le projet, le rapport. Donc, c'est de l'ordre normal des choses. Logique, ils n'ont fait que maintenant achever leur travail qu'ils ont démarré. Bon, bravo à eux. Mais il y a une précision que la primeur nous apporte. Hein, eh bien, le taux d'absentéisme des députés en nette régression. Ça, c'est la primeur qui apporte l'information ce matin. Et justement, ça rejoint cette affaire de leadership dont vous parliez. Vous parliez pour le président de l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, il a instauré une certaine rigueur dans la gestion de la chose parlementaire. Il était clair, il y a des listes de présence, il faut émarger, il faut montrer, s'assurer. Et un certain nombre d'absences, vous devez pouvoir expliquer pourquoi vous vous comportez comme ça. Avant, on sait, hein, les gens sont à l'Assemblée, à la maison, envoient des procurations. Ou parfois même, ils ne vont même pas à l'Assemblée. Pendant toute une session plénière, ils y vont peut-être une seule fois ou deux fois. Et donc, après, finalement, c'est eux, ils émargent parce qu'ils sont députés de l'Assemblée nationale, ils sont députés, ils doivent émarger, ils prennent les sous, alors qu'en réalité, ils ne participent même pas au débat. Oui, justement, par exemple, même à ce niveau, même si l'absentéisme est en nette régression, on sent une carence de débat, de débat parlementaire. On ne sent pas nos députés prendre la parole, défendre ou bien aller contre des projets de loi ou des propositions de loi et oser s'affirmer. C'est de ça que nous avons... Pas de contradiction pour autant. Et je crois que ce débat, le débat qui manque, n'enrichit pas les résultats. Parfois, le débat n'est pas du tout intéressant. Voilà, donc je crois que... Et puis, non seulement ça, les questions aura le gouvernement et autres là. On voyait ça sous Boniaï, hein, avec les autres députés de l'opposition qui tout le temps envoyaient des questions au gouvernement devait répondre, qui attaquait à tout moment. Mais aujourd'hui, c'est à croire que nous sommes déjà au paradis, que tout est déjà beau, tout est déjà bon. J'interpelle ce matin le contrôle de l'action gouvernementale... Ça, on ne sent pas pour autant. Donc, moi, je crois que les députés feraient mieux. On est à quelque part de 2023. Hein. Il faut qu'ils fassent attention et qu'ils reprennent leurs responsabilités pour autant, pour nous montrer que oui, ils sont là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes, ou ils ne sont pas là pour satisfaire un camp, mais ils sont là pour le peuple. Parce que quand vous regardez dans toutes nos localités, il y a des problèmes sur lesquels les députés peuvent revenir et interpeller le gouvernement. Mais malheureusement, je prends l'exemple simple du jeune qui a été assassiné à Parakou, Éloi Dogo. Dans un pays de droit, un député aurait pu prendre cette question et en même temps interpeller le gouvernement. Parce qu'on n'a pas vu
une réaction de la police républicaine. On n'a pas vu une réaction du ministère de l'Intérieur. C'est un assassinat pour moi crapuleux. Donc, aucune autorité qui ne se prononce sur la question et aucun député de la localité en question. En tout cas, pour le moment, on n'en a pas entendu. Peut-être que c'est dans les coulisses. Mais jusqu'aujourd'hui, des députés, pour autant qu'on appelle, qui sont des acteurs, qui sont attachés au social. On a vu, on les appelle les acteurs du social dans le septentrion, surtout dans Paracourt. Aucun d'eux ne prend la parole pour nous dire, gouvernement, parlez-nous, ministre de l'Intérieur, parlez-nous, police républicaine, parlez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et donc, comme ça pose un problème. C'est des questions sur lesquelles on doit pouvoir avoir des réactions, des prises de position clairement pour montrer que ça ne va pas et demander à ce qu'on fasse mieux pour que ça aille. Mais puisque, pour autant, peut-être pour nos députés, nous sommes déjà au paradis, tout est bon, il faut se taire, on attend de voir ce que ça va donner. Alors, on parle maintenant, avant de vous laisser partir, voilà la liste des 25 écureuils pour donc, la prochaine rencontre face donc, à la Tanzanie. Et puis Jodel Dossou, convoqué, donc rappelé à nouveau en sélection. Oui, je crois qu'il a été sanctionné. Donc après la sanction, c'est normal de lui accorder une autre chance pour qu'il vienne jouer. Il revient en équipe nationale pour jouer. Excusez-moi. D'aucuns pensent que son absence a joué la dernière fois. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné le match, à ces débats. Je veux bien croire que sa présence permettra qu'on gagne le match contre Madagascar et qu'on gagne le match contre le Congo. Le Congo, voilà. Pour autant, si on ne gagne pas ces matchs, chacun avisera. Ce qui est sûr, on ne peut que souhaiter le meilleur pour notre équipe nationale. Mais pour moi j'ai ma position, je suis ferme là-dessus. Cette équipe-là, on ne va pas continuer à se contenter du peu. Il faut faire mieux pour que le peuple puisse avoir une équipe digne dans les années à venir. À force de se contenter du peu, à force de penser qu'un seul joueur, une seule hirondelle peut faire le printemps, on se trompe et on se trompera toujours. C'est un jeu collectif. C'est un jeu collectif. Donc, on se trompera toujours et finalement, on peut faire ce qu'on veut pour être qualifié, mais on ne sera peut-être que des distributeurs de points, automatiques de points au niveau des rencontres internationales. Je crois qu'au-delà de tout, ils ont la chance de nous montrer qu'ils sont assez patriotiques, ils vont mouiller le maillot face au Congo et face à Madagascar. Et que finalement, après ça, on pourra avoir une équipe assez productive. Compétitive. Oui, compétitive et productive. Parce que c'est de ça qu'il est question. Se contenter des matchs nuls tout le temps pour aller participer, être qualifié, participer à des compétitions, ce n'est pas ça une équipe. Une équipe, ça gagne, ça marque. Ça a de vraies ambitions. Ça a de vraies ambitions, ça marque des buts, ça gagne de façon franche. Et là, vous avez une certaine crédibilité au plan international. Il y a des équipes qui sont restées invincibles jusque-là, depuis que ces éliminatoires ont commencé. C'est le cas, par exemple, du Sénégal, le Maroc, et puis quand même... Pourquoi pas le Bénin? Pourquoi pas le Bénin? Je crois que... Donc, on dit bonne chance à Jodel Dossou. On espère qu'il apportera sa touche cette fois-ci et qu'il marquera peut-être un but pour donner raison à ceux qui pensent que sans lui, c'est le déluge. Si éventuellement il jouait et qu'il n'apportait rien de crédible, on comprendra que sans lui, avec lui, on pourrait avoir aussi le déluge comme on en a eu pour le dernier match. Et puis aussi, il faut décourager l'indiscipline au sein de l'équipe. Oui, il a été sanctionné. Je crois qu'après la sanction, c'était vraiment... quand on tape avec la main gauche, on ramène avec la main droite. Je crois que l'entraîneur l'a fait. Et c'est à lui de montrer et de comprendre parce que quand on a vu la situation, on a vu les prises de position des gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé à un moment donné. Et donc, les rapports qui venaient n'étaient pas bons. Même des gens qui l'ont côtoyé en Europe, qui l'ont aidé à un moment donné, ont eu à prendre position, à dire des choses. Et quand vous lisez tout ça, ce n'est pas bon pour sa personnalité et ce n'est pas bon pour son avenir dans le football. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ça devrait servir de leçon pour lui-même. On lui souhaite le meilleur. Vivement que le Bénin gagne les prochains matchs. Merci Laurent Anthony Kess pour donc, toutes ces analyses ce matin.